Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord du vol Japan Airlines 123. Je m'appelle Charles, je serai votre commandant de bord le temps d'une vidéo pour vous retracer l'histoire de ce vol synonyme de la plus grave catastrophe aérienne impliquant un seul avion. On ne compare pas au 11 septembre parce que bon, on compte les personnes décédées à bord de l'avion et celui-ci dépasse d'ailleurs la catastrophe de Tenerife dont je vous ai parlé si on ne prend qu'un seul avion. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo du crash de la catastrophe de Tenerife qui est disponible sur la chaîne. Et c'est parti à bord du vol Japan Airlines 123. Chers passagers, merci d'attacher vos ceintures. Nous allons décoller tout de suite. V1. Rotation. En ce 12 août 1985, dans la ville de Tokyo, au Japon, à bord d'un Boeing 747. Oui, encore un 747, et non, je ne m'acharne pas sur cet avion formidable d'ailleurs, à bord d'un Boeing 747 qui doit rejoindre la ville d'Osaka, je disais. Et vous allez me demander pourquoi il y a eu autant de morts, sachant que comment un Boeing 747 pouvait loger autant de personnes. Alors c'est très simple, en fait, Boeing a fait plusieurs versions du 747 que vous connaissez, il y a une version spéciale d'ailleurs pour Air Force One, d'ailleurs, l'avion du président des États-Unis. C'est un crash d'avion, donc ça laisse rarement beaucoup de survivants. C'est en fait un Boeing 747 SR-46, autrement dit SR pour Short Range et 46 pour 46. En gros, c'est un 747 modifié pour apporter plus de passagers, mais short range du coup, pour une distance plus courte. C'est, oui, vous connaissez évidemment le 747 classique, c'est un gros porteur long courrier qui peut faire les Paris-New York sans trop de soucis, mais ici, c'est un court ou moyen courrier qui peut emporter plus de monde et moins de carburant. Ce 747 est donc piloté par le commandant de bord Masami Takahama, 49 ans, qui accumule 12 400 heures de vol à son actif, avec une bonne expérience quand même déjà. Son pilote, Yutaka Sasaki, plus jeune, 39 ans, avec seulement 4000 heures de vol. Le mécanicien navigant de ce vol est Hiroshi Fukuda, 46 ans et 9600 heures de vol, dont près de la moitié sur Boeing 747. Il connaît donc très bien l'avion, il n'y a pas de problème là-dessus. L'avion décolle à 18h12 heure locale, il est assez tôt dans la soirée, la visibilité est plutôt bonne et les avions sont tous bondés, en raison d'une fête importante au Japon. Le décollage se passe bien, l'avion a été vérifié par les pilotes et pour ce vol qui n'est pas très long, tout devrait bien se passer. Et quand je vous dis qu'il n'est pas très long, c'est un vol de moins d'une heure quand même, c'est un vol d'une durée à peu près de 55 minutes entre les deux villes, puisque c'est un vol intérieur dans lequel il fallait transporter beaucoup de monde. Puis une hôtesse appelle les pilotes. Cela fait que 12 minutes que l'avion a décollé et il faut encore garder sa ceinture pendant quelques minutes. Mais ça arrive, un passager a une envie pressante. Pensez bien, vous, chers passagers qui me regardez, aller aux toilettes avant de décoller. Alors déjà, petit truc, c'est que si chaque personne va aux toilettes avant, vous vous allégerez et donc du coup vous allégerez l'avion en fait de quelques dizaines de kilos. Si chacun le fait, ça consommera moins de kérosène, ce qui rejettera moins de CO2. Si tout le monde fait ça sur tous les avions du monde, c'est des milliers de tonnes de CO2 économisées par an. Donc maintenant, pause pipi avant. Les pilotes acceptent soudainement, quand soudain... Tu vas voir ce que j'ai écrit. Les pilotes acceptent donc quand soudainement une grosse explosion frappe la partie arrière de l'avion. En fait, le passager était constipé depuis une semaine et tout est sorti d'un coup. Les pilotes acceptent donc que la personne aille aux toilettes et quand soudainement une grosse explosion frappe la partie arrière de l'avion. Le passager en fait en question était constipé depuis une semaine et tout est sorti d'un coup. Non, ça c'est de la merde, non, concrètement non. En fait l'explosion est violente et comme souvent en vol ça arrache une partie de l'avion. Et non, celui-ci ne finira pas comme le vol United Airlines 811. Je t'invite à aller voir la vidéo d'ailleurs sur ma chaîne. Les masques à oxygène tombent en toute logique et un trou dans l'avion crée une dépressurisation. C'est ce qui s'appelle une dépressurisation explosive. Dans la cabine, c'est la panique. Heureusement, dans le cockpit, ça va. Les indicateurs sont bons, sauf peut-être celui de la pression hydraulique qui commence à baisser petit à petit. L'avion devient petit à petit incontrôlable. La pression hydraulique, en fait, c'est pour les commandes. C'est comme pour les gouvernes de direction, de profondeur. Vous imaginez diriger 300 tonnes dans les airs à 900 km/h avec la seule force de vos bras, même Chuck Norris aurait du mal. Désolé pour les fans de Chuck Norris, mais voilà. En gros, c'est un petit peu comme si vous n'aviez pas la direction assistée sur votre voiture, mais encore en pire, parce que peut-être que vous ne l'avez pas d'ailleurs, ou peut-être que vous voyez ce que c'est, vous avez déjà conduit une voiture sans la direction assistée. C'est galère, non? Sauf que du coup, vous devez mettre encore plus de force, puisque vous contrôlez quand même un engin de plusieurs centaines de tonnes à une certaine vitesse, 900 km/h, environ en vol de croisière, dans les airs, quoi. Sans hydraulique en avion, les commandes peuvent ne plus répondre. Et là, c'est le drame, évidemment, tu t'en doutes. Forcément, si l'avion a subi une explosion, les systèmes hydrauliques sont certainement endommagés. Sauf que les pilotes savent une chose, ils doivent se poser le plus rapidement possible. Mais
sans pression hydraulique, j'annonce direct, ça va être compliqué, pour ne pas dire impossible. Quoique, piloter un avion sans commande, ça c'est fait, grâce à des vrais champions, et un pilote instructeur sur DC-10, on en parlera dans une prochaine vidéo, de ces pilotes exceptionnels qui, s'ils n'ont pas réussi à sauver tout le monde, parce que les conditions étaient quand même très compliquées, ont réussi à poser l'avion avec simplement les moteurs, sans gouverne de direction, sans dérive, sans commande, tout ce que vous voulez. Ce qui est vraiment exceptionnel. Mais revenons à notre vol Japan Airlines 123, dans lequel les pilotes commencent à faire un petit peu n'importe quoi là. Ils ne répondent même pas à la tour de contrôle, alors qu'ils ont demandé un atterrissage d'urgence. Ils ne préviennent même pas la compagnie, puisqu'ils ont un petit peu peur de se faire taper sur les doigts. Et qu'est-ce qu'ils attendent en fait exactement ? L'avion monte, descend par centaines de mètres et la crainte des pilotes, c'est le décrochage. Vous irez voir ma vidéo sur le Air France 447 pour comprendre. Et les pilotes ne comprennent pas, par contre, ce qui se passe. Mais bon, sans hydraulique, c'est compliqué de faire quoi que ce soit. On demande à l'appareil de descendre, mais impossible. L'avion n'est pas contrôlable et on ne peut pas réduire les moteurs, sous peine, justement, de décrocher. Tout le monde commence à avoir un petit peu de mal à respirer, mais les pilotes sont les seuls qui ne mettent pas leur masque à oxygène. Alors qu'ils devraient le faire pourtant. Pendant ce temps, comme dans le vol United Airlines 232, les pilotes essayent de contrôler l'avion avec les manettes des gaz. Ils contrôlent la vitesse et peuvent contrôler un petit peu l'orientation de l'avion, qui arrête de faire des montées, descentes, montées, descentes comme ça. L'accéléré permet de le redresser si jamais il se met à tomber, et s'il pique, il suffit de réduire les puissances moteurs de manière à ce qu'il retombe et de restabiliser correctement. Bon, ça se passe plutôt bien, jusqu'au moment où ils sortent le train d'atterrissage pour créer de la traînée et pour un petit peu plus stabiliser l'avion. Alors, bon, ce qui fonctionne un petit peu, mais bon, ça annule un petit peu les autres actions qu'ils ont fait avec les moteurs juste avant. L'avion est maintenant près du mont Fuji et les autres montagnes assez élevées avec un risque d'en percuter une. Ah, et d'ailleurs, tant qu'on parle de ça, l'alarme de proximité du sol qui retentit maintenant, juste celle-ci. Si les pilotes réussissent à redresser l'avion grâce à la puissance des moteurs, la dernière chute est fatale et il est impossible de redresser l'avion qui va aller tout de suite s'écraser sur une montagne et disparaître des écrans radars. L'avion a quand même un petit peu rebondi et la deuxième chute s'est faite mortelle pour presque tout le monde, puisqu'on suppose encore que beaucoup de personnes sont mortes de froid durant la nuit. Bon, on va voir un petit peu ce qui s'est passé maintenant en pleine forêt. On retrouve des flammes, c'est l'avion en feu, enfin en train de finir de brûler, c'est pas un immense brasier non plus. Et on ne retrouve que 4 survivants et 520 morts. Oui, on en mettait du monde dans le Boeing 747 SR-46. Sur les images, on constate une chose, l'avion n'a quasiment plus de dérive. C'est l'aile verticale en fait qui est derrière de l'appareil, au centre de ce dernier, qui assure une partie de sa stabilité. En fait, vous avez votre avion ici, et là vous avez la petite aile qui remonte juste à l'arrière. On peut déjà deviner le fait que la panne hydraulique vient du fait qu'une partie de l'avion soit arrachée. Oui, parce que tout simplement, le circuit hydraulique, c'est un circuit fermé, et si vous avez une partie de l'avion qui s'est arrachée, il se peut que ce circuit ait été endommagé. Il faut savoir quand même que 7 ans avant, un pilote s'était posé avec le nez de l'avion trop relevé. Certainement à cause d'un vent violent, on ne sait pas vraiment, mais la queue de l'avion avait violemment raclé le sol, ce qui l'avait quand même beaucoup endommagé. Vous allez me dire, oui, après tout, oui, mais on parle quand même de la queue de l'avion, qui a été mis en réparation chez Boeing et qui n'a pas été apparemment très soucieux des réparations effectuées, puisque au lieu d'avoir mis 2 rangées de rivets pour refixer les parties à remettre, ils en ont mis une seule pour les réparer, ce qui diminue drastiquement la résistance aux éventuels aléas de cette partie. Sous l'effet de plus de 12 000 cycles de rotation, au lieu des 10 000 préconisés par le constructeur, la pièce évidemment s'est fragilisée au fil du temps, et avec les vols et le changement de pression entre l'intérieur et l'extérieur, parce que, bon alors on va dire ça c'est notre avion, ok. En fait, l'avion c'est un petit peu comme une cocotte minute, c'est-à-dire que tu es pressurisé, évidemment tu le sais, parce que sinon tu n'as pas d'oxygène et donc tu ne respires plus, et donc du coup les avions en fait sont pressurisés. C'est-à-dire que tu as une pression d'air qui est la même à l'intérieur qu'à l'extérieur, sauf que cette pression d'air reste tout le temps la même. Sauf que la pression d'air, quand tu montes jusqu'à 10 000, 11 000 mètres d'altitude, elle diminue drastiquement. Donc du coup, ça fait un petit peu comme une cocotte minute. En gros, l'avion est quelque chose sous pression et face à un air extérieur qui a beaucoup moins de pression. C'est pour ça que généralement, quand une partie s'en va, ça crée ce qu'on appelle une décompression explosive, parce que essaye de percer une cocotte minute quand elle est en mode vapeur, quand elle est en train de cuire. Enfin non, du coup, genre vraiment n'essaye pas en fait, ça explose. Tout simplement. Avec une pièce qui cède, l'avion sous pression s'endommage gravement, créant alors ce qui s'appelle donc une décompression explosive. On en a déjà vu ensemble, allez voir un petit peu sur la chaîne, vous irez fouiller dans les vidéos. United Airlines 811. De là, sans dérive, l'avion devient quasiment incontrôlable, et surtout quand cette dérive a emporté avec elle une partie du circuit hydraulique. Les pilotes n'avaient pas, à vrai dire, grand chose à faire pour endiguer le problème. Le maintenir en vol pendant une demi-heure était déjà en soi exceptionnel. Déjà, le fait d'avoir réussi à jouer avec les moteurs pour redresser
dépasser l'avion, c'était déjà un exploit, mais avec la fatigue qui venait, puis avec le manque d'oxygène, c'était déjà foutu d'avance. Voilà la longue histoire du vol Japan Airlines 123, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous a intéressé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me proposer en commentaire des sujets de vol à traiter. Par exemple, celui-ci, c'est quelqu'un qui m'a laissé un commentaire, donc je me suis dit que j'allais traiter évidemment ce vol. Vous pouvez détacher vos ceintures une fois que vous êtes abonné uniquement, et on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo à 17h30 comme d'habitude. En attendant, un petit like quand même, ça fait toujours plaisir. Pour moi, je vous rappelle que je ne suis pas pilote, pas commandant de bord, que je ne travaille pas dans l'aéronautique, ni même dans une compagnie aérienne, que je suis juste un passionné qui a envie de vous partager sa passion. À mardi prochain, 17h comme d'hab.